Allô tout le monde, bonjour et bienvenue à notre café rencontre. Et oui, mesdames, messieurs, je suis en compagnie du docteur Éric Simard, docteur en biologie, chercheur sur le vieillissement, et nous sommes le 31 octobre. Bonjour Éric. Allô, José. Sérieusement, félicitations pour ton déguisement, c'est vraiment très hot, là. J'adore. J'ai fait un petit saut quand je t'ai vu apparaître dans mon écran. Je pense que c'est l'effet recherché. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Oui, ben merci. Écoute, j'avais pensé changer de sujet d'un matin pour parler de l'anémie. Ça a arrêté, À ça a arrêté propos. dans le thème. Exact. Mais aujourd'hui, je trouve ça super intéressant, le thème que tu veux nous amener. C'est qu'il y aurait des différences, il y aurait deux poids, deux mesures, en fait, sur ce on tolère avec les médicaments versus avec les suppléments. Est-ce que j'ai bien compris? On serait comme plus sévère, des règles plus strictes avec les suppléments qu'avec les médicaments? Oui, ben oui, tout à fait, José. Puis en fait, c'est drôle là, parce que on a tendance à penser le contraire, hein, parce qu'au niveau de l'industrie, de la production, on va être très exigeant sur des contrôles de qualité au niveau des médicaments ou au niveau des études cliniques. Mais une fois que c'est dans le marché, c'est complètement un autre monde, là. Actuellement, bon, il faut donner des exemples que les gens comprennent bien de quoi qu'on parle. Oui. Euh, Actuellement, dans le marché, on a ce qu'on appelle des médicaments qui sont des anticholinergiques sévères, dont plusieurs sont en vente libre, hein, dans nos pharmacies, qui vont augmenter les risques d'Alzheimer. Et c'est clairement démontré. Un usage de plus de 3 ans, en fait, d'un anticholinergique sévère va augmenter de 50 les risques de développer des troubles neurocognitifs ou de l'Alzheimer en vieillissant. C'est énorme l'augmentation, l'impact. En fait, je suis convaincu que les gens qui nous écoutent là, ne sont pas au courant de ça. Et c'est même une information qu'on va, dans une certaine façon, cacher, en fait, où on va très peu rendre disponible. Et puis pourtant, c'est un risque très important pour la santé. Là. Je veux dire, en Ben vieillissant, tout le oui. monde est préoccupé par l'Alzheimer. De savoir qu'il y a des médicaments en vente libre dans nos pharmacies qui augmentent les risques, en fait, moi, je trouve que c'est complètement inacceptable. Un, ne devrait pas être en vente libre. Deux, les gens devraient être informés, devraient avoir une barre rouge sur la boîte, en fait, pour marquer. Ça doit être écrit genre en tout petit, là, ou même pas. Ouais, probablement même pas. Écoute, c'est que ils ont trouvé des façons d'amoindrir les risques des effets secondaires, la perception dans la population. Entre autres, par exemple, en remettant une feuille au complet des usages de médicaments ou dans la feuille au recto, deuxième barre, peut-être écran tout petit, tu vas avoir une mention, là, attention, ce médicament pourrait peut-être blablabla. Il doit y avoir une mention quelque part, oui. Mais écoute, on est tellement perdu dans la quantité d'informations que le monde, ils finissent qu'ils ne le savent pas. Mais honnêtement, c'est pas de même, ça devrait être fait, c'est sûr. Puis je suis sûr et certain, José, sans euh, aucune réserve, en fait, que si c'était un supplément qui augmentait les risques d'Alzheimer, c'est sûr et certain qu'il ne serait plus en tablette. Ça, c'est évident. Puis là, en fait, c'est pas le seul exemple. On prend un exemple côté de l'Alzheimer. L'autre exemple, en fait, que j'utilise souvent, c'est les troubles graves au foie. Je ne sais pas si tu savais, là, mais la première cause de troubles graves au foie au Canada, puis qui pourrait causer de la mortalité ou encore des besoins de transplantation, sont causés par un médicament en vente libre. C'est de l'acétaminophène. Ah Et encore oui. là, et oui, tout à fait. Et encore là, l'acétaminophène est en vente libre, en fait, en pharmacie. Les gens peuvent l'utiliser comme ils veulent à la maison. Ils vont se rendre compte même que sur Internet, il va y avoir toutes sortes de mentions sur la quantité que tu peux prendre. Et là, le monde peut en prendre trop, tout simplement, puis s'intoxiquer. Là, c'est à faire attention. Hein. J'ai vu dans le passé des pharmaciens faire très, très bien leur travail là-dessus et réprimander des gens qui en avaient trop pris parce qu'il y avait de OK. l'acétaminophène en prescription. Mais quand le produit est en vente libre, là, c'est possible que le pharmacien ne soit pas au courant de la quantité qui est prise. C'est sûr et certain même que l'acétaminophène devrait être derrière le comptoir pour que le pharmacien soit capable de vérifier la quantité qui est prise chez des gens qui en consomment beaucoup, en fait. Et là, encore là, c'est bien évident que si on avait des suppléments qui augmentaient les risques de troubles graves au foie, oubliez ça, il ne serait plus en tablette, c'est sûr et certain. Puis José, là-dessus, je peux même te donner un cas qui est intéressant, lacté à grappe noire. Ça n'est un supplément hein, pour les symptômes de la ménopause. Entre autres, on l'a dans Vitaly Ménopause.
Ben, dans le passé, il y a plusieurs années, en fait, l'acteur grappe noire a été associé à des troubles au foie à un moment donné qui se sont révélés ne pas être la vraie plante, en fait, la bonne plante qui était dans le produit en question qui était en cause. Donc, OK. techniquement, c'était une mauvaise information, en fait, qui aujourd'hui est encore véhiculée. Fait qu'aujourd'hui, en fait, là, malgré le fait que c'était pas vrai, que c'était la mauvaise plante qui était dans le produit, que c'était pas la bonne chose qui était en cause, on va encore avoir des craintes envers l'usage de l'acteur grappe noire, même si ça a été démontré que c'était pas vrai. Pendant que par la même occasion, on a un médicament en vente libre qui, lui, c'est clairement démontré que c'est vrai, puis il continue à être en vente libre, en fait, sans trop informer la population des risques associés à son usage. Puis comment on explique ça, Éric? En passant, je vais juste répondre à Odette qui dit comment fais-tu, José, pour garder ton sérieux? Mais c'est parce que l'information est troublante, sérieusement. Mais comment on explique ça, Éric? C'est-tu parce que les lobbies du pharmaceutique sont plus puissants que ceux du supplément? Mais en même temps, c'est une bonne chose qu'au niveau des suppléments, que ce soit strict, les règles, ça devrait être le même cas pour les médicaments. Mais comment on l'explique qu'il y ait plus de latitude du côté des médicaments? Écoute, c'est qu'on a dérivé, là. Tu as raison pour le lobby. C'est que le lobby a atteint même nos écoles, en fait, nos universités. Puis honnêtement, en fait, José, on va, dans les universités, on va enseigner à nos professionnels qu'il faut amoindrir les risques d'impact, en fait, des médicaments puis leurs effets secondaires auprès de la population pour ne pas décourager, en fait, le patient de prendre ses traitements. Tu sais, dans un sens, c'est vrai. De l'autre sens, à un moment donné, ça n'a pas de sens, là. Je veux dire, faut être capable de faire la part des choses, là. Je veux Ben dire, oui. on parle de médicaments qui augmentent les risques d'Alzheimer ou les troubles graves au foie. Puis il y a d'autres exemples de ça qui sont aussi très graves. C'est comme si il y a eu une dérive, en fait, dans les risques associés à l'usage des médicaments à un point tel où aujourd'hui, les gens de la population prennent ça comme si c'était des bonbons, en fait. Puis c'est drôle, dans le cas de l'Halloween, Ouais. sans faire un jeu de mots. Mais, mais un autre exemple, en fait, qui est vraiment épatant, ben, on pourrait parler de l'usage des antidépresseurs où on est rendu des champions mondiaux en tant que Oui, tel. Euh, oui. des médicaments aussi pour le TDAH chez les enfants. Écoute, il y a des enfants, là, moi je l'ai vu personnellement, je connais un enfant qui a essayé les médicaments pour le TDAH un certain bout de temps. Ça n'a pas eu de l'air d'avoir amélioré rien dans sa situation. Puis à l'arrêt, en fait, son appétit n'est pas revenu. Ça fait maintenant 2 ans. Son appétit n'est toujours pas revenu. Hey, cet enfant-là, va-tu passer le restant de ses jours avec plus d'appétit, en fait, causer un effet secondaire d'un médicament qu'on lui a donné sans savoir si ça améliorerait sa situation? Ça ne l'a Puis en pas plus, au niveau de amélioré. sa croissance naturelle, ça doit être affecté, là, s'il n'y a plus d'appétit. Effectivement, Ça a un impact sur d'autres choses aussi. oui, tout à fait. Ça va affecter sa croissance. Les parents sont très inquiets. Mais encore là, si on continue des médicaments pour le TDAH, je vais te dire un autre élément aussi qui est inquiétant. Puis on est un des endroits dans le monde qui en utilise le plus en passant, hein. C'est énorme la quantité si on se compare, par exemple, à des pays européens où l'usage est beaucoup plus strict, en fait, puis est plus encadré. Un autre exemple des médicaments pour le TDAH, c'est que il y a des craintes actuellement, puis je te dirais que c'est pas clair si c'est vraiment fondé ou si ça ne l'est pas, mais on pourrait peut-être avoir jusqu'à 30 des enfants qui utilisent des médicaments pour le TDAH qui auraient des problèmes de consommation plus tard dans leur vie. On parle, Ah oui. ouais. Et pourquoi en tant que tel? C'est parce qu'on développerait le réflexe chez ces jeunes-là d'avoir recours à une molécule ou d'avoir recours à une substance quelconque le jour où ça va mal dans sa vie. Tu sais. Tu comprends? Puis quand tu parles de consommation, c'est cannabis, drogue de toutes sortes, alcool ou Alcool, etc., avoir des problèmes de consommation. C'est possible même que l'usage de ces médicaments-là chez nos enfants augmente les problèmes de consommation. Puis comme je l'ai dit, c'est pas clair, en fait. Honnêtement, ça, c'est pas clair. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on veut prendre des risques? Je veux dire, c'est quoi, là? C'est clairement. Puis là, on parle des enfants, là. Quand on parle de deux poids, deux mesures, là, les suppléments, dans le cas des enfants, c'est très, très strict, c'est très légiféré. On ne peut pas donner ben des suppléments à nos enfants, hein. J'ai constamment des questions dans mon cas. Hey, ça, est-ce que je peux donner ça à mon enfant? Blablabla. Puis en fait, puis quand on ne le sait pas, en fait, on se restreint, on ne prend pas de chance. Mais comment ça se fait qu'on prend des chances pour des affaires comme le TDAH, là? Où ouais. ce que, en plus, on a un niveau de diagnostic extraordinaire par rapport à tout ce qu'il y a partout dans le monde. Moi, José, honnêtement, là, je suis convaincu qu'au Québec, on n'a pas plus d'enfants TDAH qu'ailleurs dans le monde. Ce qu'on a plus, c'est des mauvais diagnostics. Ça, j'en suis convaincu, par exemple. Puis On on a a la la prescription d'enfants qui facile. ont besoin d'encadrement, tout simplement. Exact.
Éric, ce fut encore une fois très pertinent. C'était quasiment une chronique de l'épouvante là, en ce 31 octobre, mais pour faire le jeu de mots, mais c'est du concret. Puis merci beaucoup de ramener les pendules à l'heure avec nous ce matin encore. Bonne journée. Je suis certaine que tu vas égayer la journée de ceux que tu vas rencontrer tantôt. Oui, bien, merci bien, José. Allez, bonne journée tout le monde. Joyeux Bye bye. Halloween.